Donc, une nouvelle session de Hangout, aujourd'hui à l'initiative de Richard. Richard, c'est toi qui as eu cette idée. Alors pourquoi on est là, Richard, aujourd'hui? Ben, c'est dans le cadre des activités de l'IFIC, l'Institut de la francophonie pour l'ingénierie de la connaissance et la formation à distance, qui est à Tunis. Nous organisons des webinaires que j'appellerais scientifiques, parce qu'on les souhaite de haut niveau. Et on a donc contacté deux professionnels, toi-même Christophe et Marcel Lebrun, pour nous faire un petit exposé sur les l'hybridation qui intéresse beaucoup les personnes de la zone que nous couvrons, c'est-à-dire le Maghreb, le pourtour méditerranéen et l'Afrique subsaharienne. Je commence cette petite présentation sur les effets des dispositifs hybrides en évoquant deux évidences, si vous voulez, d'actualité et, euh, et en posant finalement une question. Alors, ces deux évidences, c'est tout d'abord la problématique des MOOC. On a entendu parler des MOOC, donc ces cours en ligne distribués gratuitement et donc accessibles à un grand nombre d'utilisateurs. Alors, tout a commencé il y a 5 ou 6 ans quand des universités ont commencé à déposer je dirais, des enregistrements de cours. On peut citer Berkeley sur YouTube, MIT sur iTunes U, et très vite, je veux dire, il y a environ 2 ans, il y a eu des consortiums d'universités qui ont commencé à produire des parcours pédagogiques, parcours pédagogiques constitués de séquences vidéo filmées, donc l'enseignant qui transmet son cours, également d'exercices et parfois de travaux. Alors, les deux plus connus, c'est edX, qui est donc un consortium de plusieurs universités, et Coursera. Alors, ça pose tout de suite la question de la qualité d'un tel enseignement qui ressemble, à vrai dire, très fort à ce que connaissent nos étudiants lorsqu'ils sont dans un amphi et finalement voient le prof à 10 mètres, à 20 mètres faire un exposé. Tu peux faire un clic, Christophe, dia suivante. Alors, cette problématique de l'enseignement, donc, qui est maintenant enregistrée et diffusée sur Internet, est conjointe finalement avec ce qu'on a appelé, Christophe, peux-tu faire un clic? Voilà, encore, voilà. Et donc est couplé avec le fait que ben, les étudiants utilisent de plus en plus différents outils. On a entendu parler finalement du détournement que les étudiants font par rapport aux plateformes institutionnelles en utilisant Facebook, Twitter, des outils de partage de documents, bref, ce qu'on a appelé les environnements personnels d'apprentissage. Et donc, vous voyez sur ma dia, d'un côté, l'enseignement qui est transmis maintenant en dehors des amphis, accessibles partout, et de l'autre côté, les environnements personnels d'apprentissage. Et donc, la question que je me pose, c'est, mais quelle va devenir, quelle va être la transformation que vont subir les campus des universités, puisque, ben, disons, le gros du travail qui s'y déroulait, c'est-à-dire des cours finalement, se passe en ligne. Dia suivante. Oui, encore. Voilà. Alors, dans cette comparaison entre les MOOC et les environnements personnels d'apprentissage, j'y vois finalement une sorte d'opposition. Mais je dis tout de suite, je vais dépasser cette idée d'opposition entre des pédagogies traditionnelles dans lesquelles ben, le savoir est transmis et un autre pôle qui est constitué de ce qu'on pourrait appeler les pédagogies socio-constructivistes dans lesquelles les étudiants vont apprendre ou apprendre ensemble. Euh, Clic. Alors, donc, on retrouve bien la problématique des MOOC, des PLE, et je pense que cette considération, finalement, nous conduit à réfléchir à nouveau sur les environnements, les plateformes, comme on dit, les LMS, les Learning Management Systems,
qui vont de plus en plus avoir un rôle de connexion, de connectivité entre ces MOOC, l'enseignement et de l'autre côté, les environnements personnels d'apprentissage. Clic suivant. Encore, voilà, donc l'idée des plateformes. Alors, quand on parle d'hybridation, Christophe, peux-tu rester sur la DIA et présenter entièrement son contenu? Alors, les hybridations, elles sont multiples pour moi. On peut voir des hybridations entre ces savoirs distribués sur la toile et les connaissances que les étudiants vont devoir finalement acquérir. On peut y voir des hybridations entre ces savoirs transmis et le développement de compétences par l'étudiant. On peut y voir des hybridations entre le fait d'enseigner, de transmettre et le fait d'apprendre, de s'approprier, d'autres hybridations entre formation initiale continue, présence, mobilité, flexibilité, des hybridations aussi entre les disciplines. On va davantage parler de pédagogie par projet, par problème, qui nécessite bien souvent de convoquer des disciplines différentes, et également l'université qui va devoir davantage travailler en réseau d'universités, mais également avec la région, les entreprises, par exemple dans ce qu'on appelle les Learning Labs. Dia suivante. Encore. Voilà. Alors, quand on parle de l'e-learning, c'est-à-dire l'apprentissage avec les technologies, tu peux avancer, Christophe. Voilà. Moi, ce que j'entends surtout parler, c'est de la médiatisation des ressources. C'est typiquement le cas dans pas mal de pays européens où finalement, on met des budgets relativement importants pour numériser les ressources, transformer les bons vieilles notes de cours, les bons vieux syllabus en vidéo, de développer les exercices papier-crayon avec des QCM en ligne. Et ce que je dis par cette dia, c'est que je pense qu'une attention toute particulière va également devoir être apportée dans ce que j'appellerais la médiation des interactions, c'est-à-dire les accompagnements techniques, cognitifs, métacognitifs, l'ouverture des dispositifs de formation à des ressources variées et diverses. Dia suivante. Encore. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on entend par dispositif hybride? Daniel Perraya de l'Université de Genève nous dit que l'hybridation est liée à l'introduction de dimensions innovantes qui sont finalement provoquées par la mise à distance. Alors, la petite image que je vous mets là à côté, c'est pour vous montrer, j'imagine que cette image représente une université d'il y a plusieurs siècles. On peut penser au XIIe, XIIIe siècle dans le Maghreb, au XIIIe, XIVe siècle en Europe, où finalement on voit que il est nécessaire, puisque le livre n'existait pas, n'était pas répandu, qu'il y ait finalement un clerc, un sage, un professeur qui fasse la lecture aux étudiants et donne l'interprétation des textes. Alors, si tu cliques sur la dia, sur l'avancement, on va voir que finalement, 6 siècles après, la formule n'a guère changé. Dans notre culture, dans nos cultures, l'enseignement ex cathedra, provenant de la chair, est toujours quelque chose qui est très très présent. Encore un clic, Christophe. Et finalement, on voit par ces cours qui sont enregistrés que l'enseignement qui devait se passer en temps et en lieu, je veux dire par là, le cours a lieu à 14 heures dans tel amphi, a été remplacé par des formules qui permettent l'accès à ces savoirs, l'accès à la transmission par des moyens numériques. Encore un clic, Christophe. Alors, par rapport à la définition de Daniel qui disait que
L'hybridation, c'était une nouvelle façon de considérer les rapports entre présence-distance. J'ajoute volontiers que à cet axe finalement entre présence-distance, je couple un autre axe qui est celui de l'enseigner et de l'apprendre, du temps de l'enseignement et du temps de l'apprentissage, du lieu de l'enseignement et du lieu de l'apprentissage, avec ces notions d'espace et de temps liées à la mobilité, à la flexibilité. De manière... Oui? Oui, je voulais dire que les lieux sont très importants. Le physique, le lieu physique est très important. C'est-à-dire qu'on duplique aujourd'hui des pratiques en mettant en scène l'enseignant sur une estrade et des étudiants qui sont assis comme ça. Et tant qu'on ne changera pas physiquement en présentiel les lieux, on ne pourra pas changer aussi le mode d'enseignement, à mon avis. Eh bien, je vais y venir dans la dia suivante si tu veux bien. Alors, la dia suivante va nous présenter un prototype finalement de l'enseignement hybride que l'on a appelé, tu peux faire le clic Christophe, les classes inversées, c'est-à-dire finalement une façon de renverser ce modèle traditionnel que j'ai évoqué. Dia suivante. Alors, l'idée des flipped classroom, qui n'est pas vraiment nouvelle, mais qui a été remise au goût du jour il y a peut-être 4 ou 5 ans par deux enseignants de chimie dans l'enseignement secondaire, donc Sams et Berkman. Et cette idée finalement de réutiliser l'espace dont parlait Christophe pour faire d'autres choses. Alors, tu peux faire le clic maintenant, voilà. Alors, l'idée du traditionnel, c'est les élèves viennent en classe, ils suivent le cours, et puis finalement, quand ils ont le cours, ils se retrouvent à la maison, dans la chambre d'étudiants, à devoir apprendre. L'idée des classes inversées, c'est complètement de renverser cette stratégie et donc de reconsidérer les lieux et les espaces, hein, Christophe, tu parlais de ça, de l'importance des espaces, de l'apprentissage. Dia suivante. Alors, ce que je vous propose comme schéma pour comprendre cette notion, vous voyez que j'ai établi 2 colonnes, présence-distance, et 2 lignes, enseigner-apprendre. Alors, si Christophe peut faire le clic maintenant, et encore un, voilà. Dans l'enseignement traditionnel, comme je l'ai dit, l'enseignement se fait en présence. On a cours à tel endroit et l'acteur principal est évidemment l'enseignant qui va profiter de ce moment-là, comme il y a finalement 6 siècles, pour transmettre les savoirs. Ma vision est un peu caricaturale, je le sais bien. Je sais bien qu'enseigner ne se réduit pas à cela. Néanmoins, il s'agit quand même de l'expérience que vivent un très haut pourcentage d'étudiants. Par contre, à distance, vous voyez cette étudiante avec la tête dans les mains qui se dit « Mon Dieu, comment est-ce que je vais apprendre toute cette masse de cours ?» Eh bien, l'apprentissage, il est finalement solitaire, il revient à l'apprenant, personne ne peut apprendre à sa place. Alors, l'idée des classes inversées, tu fais le clic Christophe, ben, c'est de dire, comme nous avons maintenant le moyen de transmettre et de diffuser la partie strictement enseignement transmissive, eh bien, cette partie enseignement va se retrouver à distance. On va pouvoir y accéder en tout temps, en tout lieu, avec évidemment un scénario pédagogique fourni par l'enseignant. Et c'est là l'originalité. Mon propos n'est pas du tout de dire, ben voilà, maintenant l'enseignement se fait à distance, les étudiants vont se débrouiller. Non, je dis dans la case qui est la case inférieure à gauche, je dis, cela va nous permettre de réutiliser les espaces-temps de la formation, je veux dire les espaces-temps formels et institutionnels, pour les consacrer à des activités et à des interactivités qui me semblent beaucoup plus constructives pour l'apprentissage. Dia suivante. Voilà. Alors, Christophe, tu vas pouvoir cliquer au fur et à mesure du propos. Je vous donne 2 exemples de classes inversées, 2 exemples que je pratique régulièrement avec les étudiants. Petit clic.
Eh bien, je propose aux étudiants une vidéo, soit une vidéo que j'ai enregistrée de mon cours, soit une vidéo que j'ai trouvée sur YouTube ou sur un autre service. Je mets à disposition des étudiants les supports, les PowerPoint, et ensuite, petit clic, je demande aux étudiants de déposer sur un forum de plateforme leurs avis, leurs commentaires, leurs suggestions, leurs questions, et clic suivant, cela me permet de, lors de la présentation en amphi, de leur présenter une carte conceptuelle de tous les apports des étudiants, et j'en ai beaucoup. Je souhaite tordre le cou complètement à ces personnes qui me disent oui, les forums, ça marche pas, les étudiants ne collaborent pas, etc. Moi, je vous prétends qu'ils collaborent. Dans le cas général, ils ne collaborent pas, ben, tout simplement parce que le professeur garde son enseignement traditionnel et dit si vous avez des questions, mettez-les sur les forums. Ici, c'est pas du tout ça. Je préviens mes étudiants que leurs apports seront utiles, seront construits, reconstruits, resynthétisés lors du cours, et cela me permet, clic suivant, d'organiser des débats dans la classe. Donc, si Christophe veut bien avancer la dia, donc voilà. Alors, un autre exemple de classe inversée, je donne à des groupes différents d'étudiants des rôles. J'attribue à ces groupes un ensemble de documents. Ça peut être un texte, un PDF, ça peut être un blog, ça peut être une vidéo. Et ce que je demande au groupe d'étudiants, c'est de me faire une présentation pour le prochain cours. Non seulement il y a un groupe qui va faire la présentation, mais sur les mêmes documents, un autre groupe va devoir mener le débat. Et dans certains cas, encore un autre groupe va devoir produire une synthèse des échanges. Dans l'amphi, en présence, les étudiants viennent présenter leur synthèse et cette fois-ci, c'est un groupe d'étudiants qui organise le débat. Ce que je prétends à tous les rieurs de la planète, c'est que dans les approches que l'on postule, que l'on met en avant actuellement, qui sont les approches compétences dans lesquelles on fanfaronne assez vite en disant il faut que les étudiants apprennent à communiquer, à chercher l'information, à travailler en équipe, je leur rétorque, c'est quand même pas en bloquant tout le temps de l'enseignement dans des amphis qu'on va développer ces compétences-là. Dans le schéma que vous avez ici, vous voyez qu'il y a des activités qui sont scénarisées, qui vont demander aux étudiants de chercher de l'info, de synthétiser l'info, de communiquer l'info, de débattre critiquement sur l'info. Voilà comment, avec ces médias audiovisuels, j'arrive à rendre à l'espace-temps du cours, si vous voulez, sa vertu d'activité et d'interactivité. Dia suivante. Alors, vous me direz, tiens, Flipped Classroom, qu'est-ce qu'on flippe au juste? En fait, on flippe plusieurs choses. Je vous l'ai montré, on flippe, on échange, si vous voulez, les rôles respectifs de l'espace et du temps. L'espace-temps de l'enseignement devient davantage un espace-temps de l'apprentissage. Clic suivant. On flippe aussi des approches d'apprentissage qui sont variées. Elles sont diversifiées. Il y a des exercices de synthèse, de recherche d'informations, de meneurs de débat. On va également flipper la recherche en surface de l'information et pour certains points, une recherche d'information, une présentation de l'information davantage en profondeur. Clic suivant. Ce qui me semble intéressant aussi, et parfois ça fait sourire, c'est qu'en fait, vous connaissez probablement la taxonomie de Bloom. Le bon vieux Bloom, ça date de 1956, et il nous disait que tout en bas de la taxonomie, il y a les connaissances, un peu au-dessus la compréhension, puis encore au-dessus l'application, puis toujours au-dessus l'analyse, la synthèse, l'évaluation, la créativité.
Eh bien, moi, je prétends qu'avec ces méthodes, et je pense que je suis en situation d'avantage naturel, je mets la pyramide de Bloom sur sa tête. En effet, lorsqu'on travaille avec des pédagogies par problème et par projet, on confie aux étudiants un problème et un projet. Et les étudiants doivent d'abord analyser le problème. Ils doivent synthétiser leurs questions, ils doivent émettre des hypothèses. Et ce n'est qu'ensuite qu'ils vont aller chercher les contenus. Ce qui permet de répondre à la question que les étudiants posent toujours, mais monsieur, à quoi ça sert ces savoirs? Ben oui, en commençant par leur donner des savoirs distillés, on est obligé de leur répondre, mais attendez, vous verrez bien plus tard. Dans les pédagogies inversées, je pense que on travaille tout à fait différemment en travaillant des compétences de haut niveau, si vous voulez, comme l'analyse, la synthèse, et également d'autres compétences comme l'appropriation personnelle, la compréhension, l'application. Le clic suivant. On flippe les rôles également. Vous avez vu dans mes dispositifs, ben, je suis parfois l'enseignant qui fait une synthèse, je suis parfois l'apprenant. Et je pense que lorsque les enseignants auront réappris à être apprenants, beaucoup de choses vont évoluer dans la pédagogie actuelle qui est vraie et confrontée à de véritables ornières. Mes étudiants sont tour à tour de vrais apprenants et de temps en temps, ils sont des enseignants pour leurs condisciples et pour moi d'ailleurs. Dernier flip finalement, ce qui me paraît intéressant dans la méthode, c'est qu'elle est très progressive. Généralement, dans les méthodes pédagogiques, elles sont un tout petit peu exclusives. Ou bien on fait ça, ou bien on ne fait pas ça. Dans les Flipped Classroom, un enseignant qui voudrait commencer à appliquer cette méthode pourrait très bien expérimenter pendant 2 semaines de son cours. Une semaine, ben, il explique un peu son dispositif, les intentions, il propose une vidéo et la semaine suivante, il organise un débat. Donc, je pense qu'il s'agit là d'une méthode très évolutive en termes de développement professionnel des enseignants, plus des tas d'autres flips. Alors, venons-en aux recherches maintenant, parce que c'est vrai, je vous propose là des éléments pédagogiques qui sont basés sur l'activité, sur les interactivités, mais... Marcel, je vais t'interrompre 2 secondes. Oui, vas-y. Est-ce que tu peux remettre ta... Comme moi je pilote et ça marche bien, là, le PowerPoint, est-ce que tu peux remettre ton image à toi? Comme ça, je vais pouvoir jongler entre ton image à toi et ton PowerPoint. Donc, tu reprends la main sur ton... Que j'ai pas ton PowerPoint là, qui est en bas, là. Voilà. Non, on a toujours ton PowerPoint. Enlève-le. Clique sur Screen Share. Voilà, je l'enlève. Voilà, vas-y. Donc, on va parler recherche maintenant. Je te laisse reprendre la parole. Ah oui, mais quand je fais ça, je ne vois plus mon PowerPoint. Hein. À moins que je le prenne sur mon écran ici. Ok, je vais faire ça. Je le prends sur mon écran. Attends un petit peu. Voilà. On y est. Voilà les éléments de recherche. Alors, je vais mettre ça sur le côté. Et donc, comme ça, vous continuez à me voir et il y a toujours le PowerPoint, c'est ça? Alors, donc, ce que je voudrais vous montrer maintenant, c'est que très souvent, dans le domaine des technologies, on a fait des recherches en comparant des groupes d'étudiants qui utilisaient les technologies ou une méthode pédagogique et des groupes qui ne les utilisaient pas. Alors, les résultats ont généralement été assez décevants parce que on pensait que la variable indépendante, donc dans la recherche, c'était la présence ou l'absence de technologie, mais on ne se rendait pas compte que en mettant ces technologies, on changeait les méthodes, on changeait les rôles, etc. Autrement dit, on avait pas mal d'effets parasites qui ont conduit même certains à prononcer le mot de pas de différence significative, no significant difference, NSD, qui était un résultat finalement assez traumatisant pour les technopédagogues. Alors, ce que je voudrais vous montrer maintenant, c'est
un nouveau type de recherche que nous avons fait. Tu peux passer au diapo suivant, Christophe, et tu peux y aller. Voilà. Alors, ce que nous avons fait, c'est plutôt que de travailler avec deux groupes d'étudiants, un groupe qui a, un groupe qui n'a pas, nous avons travaillé sur les mêmes corps d'étudiants en nous disant que, en tout cas dans une institution comme la nôtre, il y avait des étudiants qui avaient vécu certains cours très traditionnels, pas d'outils technologiques, un prof qui fait de la transmission, et ils avaient vécu peut-être dans la même journée ou le lendemain un cours dans lequel le professeur utilisait les technologies, des classes inversées, etc. Et donc, nous avons posé directement la question par rapport aux cours où le professeur n'utilise pas, et l'exemple de technologie que nous avons pris, c'est une plateforme, la plateforme de Louvain. Dans quelle mesure êtes-vous d'accord avec les changements suivants? Autrement dit, on n'interrogeait pas un état initial, un état final, on ne comparait pas un groupe avec et un groupe sans, on demandait à la même personne, tiens, par rapport à votre vécu là, dans ces deux cas, est-ce que vous voyez des différences sur votre apprentissage? Et pour parler de l'apprentissage, on a utilisé un modèle que j'utilise déjà depuis fort longtemps, qui est un modèle qui travaille avec 5 pôles, c'est-à-dire les informations, les ressources finalement, les informations que l'étudiant a, les ressources externes. Un autre pôle sur les activités que l'étudiant est amené à mener. Un troisième pôle qui me paraît extrêmement important dans ces pédagogies dont je vous parle, c'est le pôle de production. Qu'est-ce que l'étudiant va produire qui va être un signe de l'apprentissage qu'il a accompli? Information, activité, production, et alors deux moteurs, si vous voulez, à l'apprentissage, qui sont la motivation et l'interaction. Et donc, on a interrogé directement les étudiants sur les différences qu'ils percevaient, eux, en tant qu'individus singuliers par rapport à deux types de dispositifs. L'intérêt, évidemment, c'est que c'est le même étudiant qui se prononce sur deux objets différents, plutôt que d'avoir des étudiants différents qui vivent finalement deux expériences différentes, ce qui rend les conclusions difficiles. Dia suivante. Alors, ici, peut-être vous ne pouvez pas très bien lire, mais par rapport à la question que je posais sur les changements, nous avons proposé aux étudiants des items sur la motivation, sur les interactions, sur la production, et ces items étaient tous formulés de manière positive, c'est-à-dire pour la motivation, les tâches proposées aux étudiants sont plus intéressantes, les activités sont davantage personnalisées, etc., etc. Et dans cette recherche tout à fait sommaire, nous demandions simplement aux étudiants de dire s'ils étaient d'accord ou pas avec les changements. Dia suivante. Alors, nous avons fait ça pour la motivation, les ressources. Donc, c'est un questionnaire assez léger, finalement, qui faisait, je pense, il y avait 4 ou 5 items par pôle du modèle d'apprentissage. Ça fait environ 25 items. Alors, ici, écran suivant. Christophe, écran. Voilà. Alors, ici, vous voyez finalement les pourcentages d'accord. Alors, en noir, les petites barrettes noires que vous devinez, c'est tout à fait d'accord. En gris, plutôt d'accord. En bleu, plutôt pas d'accord. Et en jaune, pas du tout d'accord. Clic suivant. Clic suivant.
Alors, les items qui arrivent en tête, c'est-à-dire pour lesquels les pourcentages d'accord sont les plus élevés, c'est-à-dire ceux qui apparaissent en haut dans la figure, ben, c'est finalement les étudiants nous déclarent qu'il y a plus d'interaction entre les étudiants, qu'ils développent davantage des compétences en recherche documentaire, que les ressources sont beaucoup plus variées. Ben oui, en ligne, on a tendance à mettre des vidéos, des exposés, une animation, une simulation, etc. Ils disent qu'ils sont davantage motivés, etc., etc. Alors, clic suivant. Pardon, Christophe, reviens sur la précédente. Encore, encore. Voilà, encore. Encore. Désolé. Voilà. Sur cette dia, vous voyez apparaître une ligne avec des gros points rouges. Cette ligne indique finalement le pourcentage d'accord moyen sur l'ensemble des items. Donc, tous ces items nous parlent davantage pour l'apprentissage lorsque les étudiants utilisent une plateforme. Cependant, vous voyez aussi le Schtroumpf grognon. C'était l'état dans lequel je me trouvais parce que si on regarde ce pourcentage moyen, on se rend compte que le pourcentage d'accord moyen est d'environ 36%. Ça veut dire que grosso modo, si vous interrogez une centaine d'étudiants, il y en a une bonne trentaine qui vous répond « Oui, oui, je vois quelques avantages pour mon apprentissage avec les plateformes. » Dia suivante. Alors, oui encore, voilà. Évidemment, ce résultat est complètement biaisé parce que les étudiants que j'ai interrogés, globalement, ben, ce sont des étudiants qui ont vécu toutes sortes de dispositifs. Certains, oui, évidemment, ils ont utilisé une plateforme en ligne, mais le professeur ne fait que déposer des documents. Dans un autre cas, le professeur dépose des documents et met quelques exercices. Dans d'autres cas, il ouvre un forum pour poser des questions. Alors, la figure que vous voyez là, eh bien, en fait, l'axe horizontal, c'est ce que nous avons mesuré lorsque les étudiants s'exprimaient, c'est la richesse du dispositif. La richesse du dispositif est mesurée ici par les outils réellement utilisés dans le dispositif sur plateforme dont l'étudiant nous parle. Cette richesse a été mesurée de 1 à 12. Elle précise les outils effectivement utilisés et aussi les usages qui sont faits de ces outils. Et ce que nous voyons en ordonnée, ben finalement, c'est le pourcentage d'accord sur les facteurs d'apprentissage qui sont davantage activés. Eh bien, vous voyez des points là qui parcourent les types de dispositifs qui vont de 1 jusqu'à 12. Et vous voyez que dans la partie gauche, on est aux alentours de 20% d'accord. 20% par rapport aux 36 de moyenne que j'ai cités tout à l'heure. Ces dispositifs qui sont marqués sur l'axe horizontal 0, 1, 2, 3 sont des dispositifs essentiellement transmissifs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que bien sûr l'enseignant utilise une plateforme, mais il l'utilise essentiellement pour faire des annonces, mettre des PDF et des choses comme ça. Un peu plus loin, pour les abscisses 5, 6, 7 jusqu'à 8, on voit qu'on est dans la moyenne. La moyenne, rappelez-vous, 36%. En effet, aux outils de transmission, aux usages transmissifs, viennent se rajouter des usages interactifs. Le professeur ouvre un forum, crée des groupes d'étudiants, etc., etc. Et tout à fait sur la partie droite, 10, 11, 12, c'est la totale. Le professeur crée des dispositifs élaborés avec bien sûr des ressources, des activités, des interactivités d'étudiants. Il leur demande des projets de communication, de présentation, etc., etc.
Eh bien, je ne sais pas comment vous trouvez ce résultat. Moi, il me fascine beaucoup parce que ça veut dire que l'on passe dans la partie gauche à environ 20% d'accord sur les avantages des technologies, à, sur la partie droite, 50%. Mais est-ce que vous vous rendez bien compte qu'en passant de la partie gauche 20% à la partie droite 50%, on a là un effet de 2,5, de 250%, alors que la plupart du temps, les recherches en technologie de l'éducation qui se centrent sur les outils, est-ce que le professeur utilise tel outil et dans l'autre groupe il n'y a pas tel outil, ben, généralement, pour voir les différences entre les deux groupes, il fallait appliquer des techniques statistiques de T de student pour voir si les moyennes étaient les mêmes. Mais j'ai envie de dire, dans ce graphique-là, je n'ai pas besoin de tout cela. On voit d'une manière forte que, bien sûr, la technologie sous-tend les dispositifs, mais c'est la manière dont le dispositif est conçu en termes d'activité d'apprentissage. J'ai envie de vous dire, ça va peut-être vous heurter, mais je m'en fous, moi, de la transmission de l'enseignement habituel. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, le savoir, il est transmis. Michel Serres le dit dans sa petite poussette, il dit, mais pourquoi est-ce que vous voulez encore transmettre? Le savoir, il est là, il est dans les contextes. Si vous voulez suivre un cours sur la multiplication écrite dans l'enseignement secondaire, sur l'oxydoréduction en chimie ou sur la sociologie des organisations, c'est fait. Et donc, la seule richesse qui nous reste, ce n'est plus la transmission. Parfois, je dis, évidemment, j'y vais un peu fort comme d'habitude, mais ça ne vaut plus grand-chose. C'est distribué gratuitement. Et donc, la seule richesse que nous ayons, c'est de travailler notre intelligence pour construire des dispositifs avec des valeurs ajoutées pour l'apprenant, des valeurs ajoutées en termes de compétences que, par ailleurs, on nous serine sur tous les tons. Et donc, je dis, ben voilà, encore une fois, ben, c'est dans les dispositifs soutenus par les technologies que probablement on va arriver à créer ces espaces-temps d'apprentissage beaucoup plus flexibles, beaucoup plus souples, beaucoup plus personnalisés, qui vont permettre aux étudiants d'étudier dans la structure. Ça reste évidemment très important. Quand je vous dis l'enseignement n'est pas si important, je ne vous dis pas que l'apprentissage n'est pas important. Je pense qu'il est fondamental. Et avec mes étudiants qui sont pourtant des universitaires, etc., quand je leur explique la différence entre enseigner et apprendre, ils tombent par terre. La plupart des enseignants croient que j'enseigne, donc ils apprennent. Mais enfin, on a affaire à des demeurés. Si c'était le cas, on n'aurait quand même pas des 25-30% de réussite dans certaines années dans le supérieur. Et donc, on voit bien que l'enseignement, la transmission, je ne parle pas de l'ingénierie pédagogique, que la transmission ne suffit pas à faire apprendre. On ne peut pas apprendre à la place de quelqu'un d'autre. Alors ça, c'était des résultats que nous avons mis en place en 2007-2008. Et tu peux passer à la dia suivante, Christophe. Ces premiers résultats, je dois dire, tout à fait modestes, avec une méthodologie fort simple. Est-ce que la dia suivante est arrivée? Allô, allô, Christophe? La diapo suivante. Alors, oui. Tu les as ou pas là? Mais je ne la vois pas sur la diffusion. Sur la diffusion, il y a toujours les petits points rouges. Alors attends, oui, mais pas sur. Oui, je comprends pas pourquoi. Attention, je recommence. Screen share. Hop. Voilà.
Alors, ces premières recherches, et je dis bien toutes préliminaires, hein, elles sont attaquables. La manière dont nous avons classé les dispositifs à partir des usages était un peu faite, j'ai envie de dire, à la grosse louche. Et donc, ben, ça nous a donné, avec un ensemble de personnes, donc Christophe qui est là, des personnes de Fribourg, de Lyon, de Genève, de Louvain, Daniel Peraya, que j'ai déjà cité, de travailler cet axe horizontal finalement, c'est-à-dire le type de dispositif d'une manière beaucoup plus fine. Et donc, nous avons mis en place, nous avons obtenu aussi un projet européen qu'on appelle entre nous iSUP. I, c'est le HY, ça veut dire hybride, et SUP veut évidemment dire dans l'enseignement supérieur. Diapo suivante. Alors, ce projet, voilà, ce projet européen, donc en termes d'objectifs, se proposait tout d'abord, dans un premier temps, de faire une enquête large sur les types de dispositifs que les enseignants mettent en place, en particulier sur des plateformes. Nous avions l'intention de produire ainsi une typologie, c'est-à-dire des types, des catégories de dispositifs différentes qu'on aurait pu classer d'une certaine façon. Cette typologie, c'est-à-dire les types de dispositifs, devait nous servir comme variable indépendante pour analyser les effets des dispositifs. Effets sur l'apprentissage, effets sur le développement professionnel des enseignants et conditions effets au niveau de l'institution. La première partie de l'enquête, enfin de la recherche, la production de la typologie, ben, ça a été une enquête très large auprès d'enseignants. Et évidemment, pour les effets, nous avons interrogé les enseignants, quels effets vous attendez d'un tel dispositif, mais également leurs étudiants. C'est-à-dire, ben voilà, vous êtes les étudiants du professeur untel, il a mis en place tel dispositif, quels sont les effets sur votre apprentissage que vous percevez? Diapo suivante. Alors, la méthodologie, elle était mixte, c'est-à-dire qu'il y a eu de la recherche quantitative, grosso modo, sur base de questionnaires, questionnaires qui ont été traités d'une manière très savante, avec des analyses par composantes principales, des techniques de cluster, mais nous avons également complété, et je pense que c'est très important dans la recherche, de ne pas se demander si on va faire du quantitatif et du qualitatif. Les deux types de recherche sont intéressants parce que la quantitative permet de brosser large et la qualitative permet d'approfondir, par exemple par des entretiens, ben, certains points qui paraissent intéressants à approfondir. Donc, grosso modo, on a eu une première recherche, établir une typologie, une deuxième, la valider, et une troisième, mesurer les effets à la fois au niveau des enseignants et des étudiants. Diapo suivante, je crois que oui, Christophe nous montre les trois étapes de la recherche, donc la construction de la typologie, la validation et la mesure des effets. Au niveau de la première étude, c'est-à-dire la construction de la typologie, de manière à pouvoir identifier les éléments structurels sur lesquels étaient bâtis les dispositifs, nous avons travaillé sur un cadre qui existait, qui a été développé par Daniel Peraya, dont j'ai parlé, Nathalie de Screver et Bernadette Charlier, qui catégorisait déjà les dispositifs hybrides à partir de l'articulation présence-distance. Combien y a-t-il de distance dans la présence? Je vous rappelle qu'un dispositif hybride n'est pas un dispositif à distance. C'est un dispositif qui marie des éléments en présence et à distance. L'hybridation pouvant aller de 0, ben, il n'y a pas du tout de distance, c'est un enseignement quasi traditionnel, à 100, c'est-à-dire
Ben, l'enseignement se passe complètement à distance. On parlait aussi de la médiatisation des ressources, de la médiation de l'accompagnement des interactions, etc., et de l'ouverture du dispositif, c'est-à-dire est-ce que le dispositif était centré sur les seules ressources de l'enseignant ou sur d'autres ressources que l'enseignant convoquait dans son cours. Alors, cela a donné 29 instruments de mesure qui totalisaient 148 items. Nous voyons que nous sommes passés de ma petite recherche antérieure où il y avait une vingtaine d'items à un nombre effarant d'items. Ça faisait, je pense, 3 pages de questionnaire et donc c'était quand même assez lourd. C'était assez lourd parce que nous voulions couvrir toutes les caractéristiques possibles des dispositifs en interrogeant des enseignants. Alors, l'analyse a permis, et c'est assez sensationnel, de réduire ces 148 items à 14 composantes principales, 14 dimensions si vous voulez. Et ces 14 dimensions sous-tendaient 6 types de dispositifs et vous voyez là sur la figure le type 4. Ben, vous avez une représentation radar. Autour du radar, ce sont les 14 composantes et vous voyez ce dispositif qui accentue certaines composantes et beaucoup moins d'autres. Diapo suivante. Voilà. Alors oui, tu peux présenter toute la dia. Très rapidement, je veux bien donc communiquer mon diapo pour que vous puissiez le regarder à votre aise. Voici l'énoncé des 14 composantes que nous avons identifiées. La participation active des étudiants en présence. Ben oui, on peut faire un excellent enseignement sans beaucoup de technologie en activant les étudiants autour de situations problèmes, de recherche en bibliothèque, etc. La participation active des étudiants à distance. Toute une partie médiatisation, c'est-à-dire apport d'outils de soutien à l'apprentissage, à la gestion de l'apprentissage et de l'enseignement, au type de ressources sous forme multimédia, mais aussi les travaux que les étudiants remettent, sont-ils des travaux purement textuels ou alors des travaux sous forme vidéo, l'accompagnement méthodologique, au niveau de la méthode d'investigation du problème du projet, l'accompagnement métacognitif et aussi l'accompagnement par les étudiants entre eux. Et ça, c'est quelque chose dont les étudiants ont beaucoup de mal. Ils disent « Oui, mais je suis tout seul avec 150 étudiants. » Ben oui, voilà, c'est la solution. Vos étudiants sont 150 fois plus nombreux que vous. Et donc, mettez en place des dispositifs dans lesquels les étudiants vont présenter, d'autres vont débattre, d'autres vont faire la synthèse, d'autres vont faire ce qu'on appelle du peer review, c'est-à-dire ils vont évaluer à l'aide de critères les productions d'autres étudiants. C'est ressorti vraiment d'une manière assez forte. Et puis l'ouverture, j'en ai déjà parlé. Diapo suivante. Voilà. Alors, je vous ai dit qu'avec ces 14 composantes, nous avons identifié 6 types de dispositifs. Le temps étant précieux, je ne peux pas m'étendre. Je vous donnerai tout à l'heure une ressource qui est librement accessible, qui est le rapport global de cette recherche. Mais simplement pour vous donner des idées, je vais vous décrire très rapidement les 6 types de dispositifs qui sont donc sous-tendus par les 14 composantes. 3 types, 3 configurations sont des configurations qui sont centrées enseignement. Le premier type, nous l'avons appelé la scène. Je ne sais pas si je dois vous décrire davantage, mais c'est clairement un enseignement, un dispositif en tout cas, dans lequel la partie transmissive, essentiellement sur base de texte, est très forte. Dans le deuxième type, l'écran, vous devinez que ces ressources textuelles
sont davantage remplacés par des ressources multimédia, des vidéos trouvées à gauche ou à droite du journal télévisé, l'interview d'un expert d'une société, d'une entreprise, etc. Et donc, les ressources sont beaucoup plus de nature multimédia. Dans le troisième type, il y a encore des incertitudes au niveau des analyses, mais certains disent que c'est le cockpit, c'est-à-dire c'est le professeur qui dirige les opérations. Il dit maintenant vous allez produire telle chose, maintenant vous allez utiliser l'outil forum pour faire ceci. Autrement dit, il est aux manettes du dispositif et il pilote sa cohorte d'étudiants. Une autre façon de le voir est que l'enseignant amène des ressources éventuellement extérieures à des bons moments dans le cheminement. C'est pourquoi nous hésitons un peu entre, pour ce type 3, entre le cockpit et le gîte. Diapo suivante. Voilà. Non, ceci tu peux passer, Christophe. Je vais passer directement à la dia sur les 3 types centrés apprentissage. Alors, les 3 types centrés apprentissage, le type 4, donc, nous l'avons appelé l'équipage. Autrement dit, l'enseignant est très présent parmi ses étudiants, mais comparé à la distance du cockpit, il est beaucoup plus présent. Il fait du tutorat, si vous voulez, pour accompagner les étudiants dans la construction de leurs connaissances. Il va les accompagner à distance, etc., etc. Le métro, c'est une configuration centrée apprentissage, mais je dirais qu'elle a peut-être certains relents d'apprentissage programmé. On a des scénarios qui sont très bien faits, qui sont mis à la disposition de l'étudiant de manière à l'accompagner dans leurs apprentissages. Et finalement, l'écosystème, c'est un système qui regroupe pratiquement une saturation de toutes les composantes dont j'ai parlé. Diapo suivante, et je crois que tu peux en passer quelques-unes. Donc, vous aurez ce diapo encore. On arrive sur l'écosystème, encore. Voilà. Alors, ça, c'était la première étude, c'est-à-dire la typologie. L'idée que nous avions en tête, c'était que nous pouvions remplacer les 148 items de l'étude 1, souvenez-vous, c'est 3 pages de questionnaire, par des questions qui allaient porter uniquement sur les 14 composantes. Puisque les 14 composantes étaient une synthèse quelque part de notre questionnaire, nous émettions l'idée que peut-être on arriverait à définir aussi bien les types avec les 14 composantes qu'avec les 150 items. Nous savons bien qu'on va perdre de l'information, mais le but était aussi de faire une économie parce que beaucoup d'enseignants renonçaient à remplir notre questionnaire parce qu'il était trop long. Et donc, nous avons eu une étude pilote où on a comparé l'ensemble des items, les 150 items avec les 14 composantes, et quand nous avons vu qu'on pouvait faire presque aussi bien, nous avons continué un élargissement de l'enquête en utilisant uniquement les 14 composantes. Nous en avons profité pour mesurer les effets sur l'apprentissage, sur le développement professionnel et sur l'institution, et également d'interroger les étudiants de ces enseignants. Vous remarquez qu'en tout, pour cette étude 2, nous avions 179 enseignants qui ont répondu à l'enquête. Ce n'est pas si mal, c'est trop peu, parce que nous avons 6 types. Et nous avons pu également interroger 456 de leurs étudiants. Alors, le schéma ici vous montre simplement les différences que nous avons entre les types et les pourcentages d'accord sur les 14 composantes. Par exemple, vous voyez dans le type 2 que pour définir la participation active en présence,
28,6% des enseignants du type 2 étaient d'accord avec ça, mais qu'il y en a 88,9% pour le type 6. Alors, ce tableau est difficile à appréhender, j'en conviens, et donc je vous propose de passer à la dia suivante, où nous allons voir les 6 types. Christophe, tu peux peut-être montrer les 6 types. Donc, vous voyez le type 1. Alors, je rappelle, autour du radar, nous avons les 14 composantes. Les axes sont mesurés par les pourcentages d'accord avec ces composantes. Y a-t-il un accompagnement comme ça? Y a-t-il des activités à distance? Y a-t-il des ressources? Et nous voyons tout de suite sortir certaines choses. Le type 1, nous l'avons appelé un peu entre nous le minimum syndical. Vous voyez qu'aucune composante n'est réellement développée. Dans le type 2, vous voyez vers la droite qu'il y a une sorte d'excroissance. C'est la scène, ce sont les ressources de type multimédia. Dans le type 3, le cockpit ou le gîte, on voit apparaître pas mal d'accompagnement. Dans le type 4, on voit sur la partie droite beaucoup d'outils d'accompagnement de l'apprentissage, c'est pour ça qu'il est centré apprentissage, qui apparaissent. Et ensuite, les types 5 et 6, qui se distinguent tous les deux par des proportions différentes de présence et distance. Vous voyez sur le type 6, la composante qui est tout en haut, c'est la participation active en présence. La composante qui est juste à droite, c'est la participation active à distance. Et nous voyons dans ce type 6 qu'il y a un bon équilibre entre la présence et la distance. Diapo suivante. Nous allons passer rapidement à l'étude des effets sur l'apprentissage. Je vous rappelle que maintenant nous avons une typologie qui va de 1 jusqu'à 6. Diapo suivante, tu y es, merci. 6 types construits sur 14 composantes et nous faisons l'hypothèse que ces 6 types étant différents dans leur construction, dans leur structure, nous devrions voir des effets différents sur l'apprentissage. Tu peux cliquer 2 fois pour montrer 2 radars un tout petit peu contrastés. Donc vous voyez là le type 2, le type 4, c'est-à-dire le cinéma et l'équipage. Nous voyons qu'il y a des composantes d'accompagnement, d'outils d'accompagnement de l'apprentissage qui sont différents dans ces 2 cas. Diapo suivante. Alors, la première chose que nous avons fait, c'est demander aux enseignants les effets intentionnés qu'ils perçoivent par rapport à leur dispositif. Voilà, chers enseignants, vous nous avez décrit tel dispositif. Comment vous voyez les effets sur l'apprentissage de ça? Donc, je le dis bien, c'est des questions qui sont adressées à des enseignants sur les effets qu'ils imaginent sur l'apprentissage de leurs étudiants. De nouveau, 179 enseignants y ont répondu. Je ne vous décrirai plus le modèle d'apprentissage. Nous passons à la dia suivante. Nous avons évidemment fait toutes sortes d'analyses que je ne vais pas décrire ici, mais en travaillant en fonction des 6 types, ce sont les 6 colonnes, sur une mesure des effets sur la motivation, sur les ressources, sur l'activité, sur les interactions, sur la production, etc., etc. Dia suivante. Alors, dans la diapo suivante, tu peux cliquer, je pense. Voilà, tu ne vas pas plus loin pour le moment. Voilà. Ce que nous vous montrons ici, et c'est une manière très très synthétique, très succincte de montrer, c'est les effets moyens sur l'apprentissage en fonction des types. Souvenez-vous, dans mes recherches antérieures, ils étaient de 30%, 36%, et nous avions montré que ça pouvait aller de 20% à 50%.
Ici, évidemment, nous avons été plus loin. Nous avons séparé les effets sur la motivation, sur les ressources, sur l'activité, sur l'interaction et sur les productions. Christophe, tu peux peut-être faire défiler doucement les différentes courbes. Vous avez la motivation, maintenant les effets sur les ressources, les compétences développées, l'activité, les interactions et les productions. Alors, je ne peux pas rentrer dans tous les détails ici, mais ce qui me fascine assez fort également, c'est que, grosso modo, ces courbes suivent une allure assez comparable, en déant peut-être les 10-15%, mais n'oubliez pas que nous avons aussi des statistiques assez faibles. Ce qui me paraît intéressant aussi, c'est que lorsqu'on passe du type 1 au type 6, on passe de valeurs qui sont entre 20% et 35% à des valeurs qui sont pour les types 6 aux alentours de 75 à 85%. Nous retrouvons ici environ un facteur 3 qui montre bien encore que oui, bien sûr, il y a des plateformes, il y a des technologies, des vidéos, mais ce qui est important, c'est les éléments structurels des dispositifs, des éléments qui touchent au type de ressources, bien sûr, mais à l'accompagnement, à l'ouverture du dispositif, aux outils d'aide à l'apprentissage qui sont mis en place. Diapo suivante. Alors, évidemment, nous avons encore beaucoup de travail à faire. Les analyses ne sont pas vraiment terminées. Certaines analyses sont faciles. Par exemple, vous avez ici, pour les ressources d'apprentissage, c'est la courbe qui apparaît en vert. On voit très bien que dans le type 2, on est au-dessus de la moyenne. Mais oui, dans le type 2, si vous le regardez, la pointe que vous voyez vers la droite, c'est justement un dispositif qui se distingue par l'abondance de ressources multimédia. Et donc, quand on regarde du côté des effets sur l'apprentissage, c'est-à-dire la variété des ressources, etc., ben, les étudiants, ou en tout cas l'enseignant ici, dans les effets, disent « ben oui, ces ressources devraient avoir un effet sur l'apprentissage pour le type que j'ai décrit ». Diapo suivante. Voilà, vous voyez l'effet et le type en question. Nous avons encore beaucoup de travail à faire, je le disais. En particulier, quelque chose qui nous intrigue un tout petit peu. Vous avez certainement remarqué que dans l'évolution des facteurs d'apprentissage, le type 5 avait l'air de connaître un certain effondrement par rapport au type 4 et 6. Nous sommes en train d'émettre des hypothèses et de les tester, bien sûr, mais quand on regarde les diagrammes de type 4 et du type 5, donc le type 4 qui est juste à sa gauche et le type 5, ben nous voyons quelque chose d'assez étrange. C'est que dans le type 4, les activités à distance des étudiants sont beaucoup plus grandes que dans le type 5, où les activités sont seulement en présence. Alors, l'explication de cela pourrait être, si les activités, c'est intéressant d'avoir des activités en présence, on n'en disconvient pas, mais la présence est mesurée par les 2 heures ou les 3 heures de TP, les 2 heures de cours, les 3 heures de TP, et donc l'effet qui est attendu sur le type d'activité à distance est beaucoup plus grand, si vous voulez, dans le type 4 que dans le type 5. Alors ça paraît toujours un peu bizarre de dire que les enseignants imaginent qu'il y a plus d'effets sur l'apprentissage dans des cours, des activités à distance. Alors c'est pas trop étonnant parce que ces activités, tout d'abord, elles leur demandent beaucoup plus de travail de scénarisation. En plus, l'enseignant qui fait travailler ses étudiants à distance, il va devoir mettre en place des formes d'accompagnement, de tutorat, de guidance, ou bien tout simplement répondre à des mails des étudiants qui ne comprennent pas ce qu'il faut faire, qui ne savent pas. Et donc, c'est pas trop étonnant que
vu finalement cet investissement dans la distance, l'enseignant qui est interrogé ici s'imagine qu'il y a plus d'effets sur l'apprentissage. Alors maintenant, on va passer à la dia suivante, où nous allons nous interroger sur « mais que disent les étudiants ?» Autrement dit, les enseignants nous ont permis, dans certains cas bien sûr, d'aller interroger leurs étudiants par rapport au dispositif dont ils avaient parlé. Alors, le dia suivante, je vais la passer, ce sont des dias qui contiennent uniquement, pardon, les... Voilà, c'est bien, on est sur la bonne dia. Nous avions déjà remarqué dans nos recherches antérieures que lorsqu'on interrogeait les enseignants et les étudiants, en particulier en ce qui concerne les interactions du professeur avec ses étudiants ou interactions des étudiants entre eux, on avait quand même de grosses différences. Les professeurs disaient par exemple « Ah oui, j'ai beaucoup plus d'interactions avec les étudiants. » Oui, c'est assez normal parce que il est passé à distance et dans son cours traditionnel, quand il posait une question, y a-t-il des questions dans l'auditoire? Ben, il n'y avait pas d'étudiants qui répondaient. Maintenant, il reçoit des mails d'étudiants qui lui posent des questions, etc. Donc il dit j'ai plus d'interactions. Mais les étudiants ne le voient pas. Parce que si vous avez 40 étudiants et qu'il y en a 5 qui ont envoyé des mails, pour le professeur, il dit « Ah, il y a eu 5 étudiants qui m'ont écrit sur la semaine. » Oui, mais c'est 5 étudiants sur 40. Par contre, le professeur, quand on l'interroge sur les interactions entre les étudiants, il dit « Non, les étudiants n'ont pas beaucoup d'interactions entre eux. » Ben oui, il ne les contrôle pas toujours, il ne va pas voir nécessairement tout ce qui s'échange sur les forums. Par contre, les étudiants disent « mais oui, nous avons beaucoup plus d'interactions entre nous ». Donc, on voit que ce concept finalement d'interaction comporte aussi un effet de nombre finalement qui est important à circonscrire. Diapo suivante. Voilà. Alors ceci, je le montre globalement, c'est les mêmes résultats en fonction des types de dispositifs, mais cette fois-ci, c'est les réponses des étudiants sur les mêmes effets. Nous avons posé les mêmes questions aux étudiants et aux enseignants. Aux enseignants, c'était les effets escomptés, chez les étudiants, les effets perçus. Et ce qui nous a intéressé quand même, c'est que c'est vrai que globalement, ils ne sont pas tout à fait d'accord entre eux, mais les allures des courbes qui repartent de 20 à 40%, qui arrivent à 70-80%, avec ce fameux creux aussi dans le type 5, ben, se retrouvent également chez les étudiants. Alors, le creux dans le type 5, je vous l'ai dit, le type 5, c'est un type qui, contrairement au type 4 et 6, présente peu de distance et beaucoup d'activités en présence. Et donc, on pourrait conclure en allant très vite que, tiens, c'est amusant, les étudiants considèrent qu'il y a plus d'effets sur l'apprentissage lorsqu'ils sont dans des dispositifs hybrides avec des composantes à distance que dans des dispositifs qui se passent essentiellement en présence. Alors pour moi, c'est pas trop étonnant parce que en fait, dans un cours essentiellement en présence, ben, le professeur s'occupe au mieux des étudiants pendant 2-3 heures par semaine. Dans un dispositif à distance, il est plus présent. Et un jour, une étudiante que j'interrogeais sur ce phénomène m'a dit, et c'est même difficile à comprendre, elle m'a dit « Mais vous savez, Monsieur Lebrun, dans ces cours à distance, il y a parfois plus de présence que dans les cours en présence. » Voulant dire par là, mais qu'est-ce que vous voulez, vous, avec votre présence? Quand on est dans un amphi, et qu'on a un professeur qui nous explique et qui nous explique et qui de temps en temps nous dit « Avez-vous des questions ?»
Est-ce que vous appelez ça de la vraie présence? Non, c'est une proximité géographique. Il n'y a pas de présence au sens interrelationnel. Par contre, quand les dispositifs sont construits et bien construits, j'insiste, en ligne, mais oui, on va développer les interactions, on va mettre des ressources, on va donner des travaux, les étudiants vont devoir échanger entre eux, et donc pas trop étonnant que dans ces dispositifs avec des hauts degrés d'hybridation, les étudiants considèrent que ils sont mieux accompagnés. Diapo suivante. Alors évidemment, je vous l'ai déjà dit, je vais passer là-dessus. Il y a malgré tout des petites différences suivant qu'on interroge les enseignants en bleu, qui sont toujours très optimistes sur les interactions qu'ils mettent en place et sur les interactions perçues par les étudiants, qui sont dans pratiquement tous les types très différentes, entre autres pour le type 4, où le professeur met beaucoup d'espoir dans les interactions, c'est le point bleu, mais où les étudiants, avouons-le, on est quand même à 60% des étudiants, le perçoivent en tout cas plus faiblement. Dia suivante. Alors, je vais terminer par ces choses-là. Les effets sur le développement professionnel des enseignants. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Mais un enseignant qui commence à développer des cours hautement scénarisés, avec des activités, des interactivités, des ressources, de l'accompagnement, des interactions entre les pairs, je veux dire entre les étudiants, mais oui, il acquiert des compétences de métier d'étudiant. De métier d'enseignant, évidemment, c'est-à-dire qu'il va devenir peut-être davantage un ingénieur pédagogique de dispositifs qu'un transmetteur d'informations. Alors, quel résultat est-ce que nous avons? La dia suivante montre un tout petit peu les modèles que nous avons utilisés sur l'engagement professionnel, la réflexivité liée au métier, le sentiment d'efficacité personnelle, les thèses de Bandura. Ce que je vais vous présenter ici, je ne peux pas tout vous présenter de nouveau, c'est présent dans le rapport dont je vais vous donner l'adresse sous peu. Nous avons interrogé les enseignants sur les facettes de leur métier d'enseignant, sur leur posture professionnelle. Alors, on a utilisé un questionnaire qui existe, c'est Prosser et Trickwell, 1996. Nous avons utilisé ce questionnaire qui comporte plusieurs items sur des caractéristiques de la posture, c'est-à-dire la façon d'être, la façon de faire, la façon de préparer l'apprentissage des étudiants. Et de nouveau, nous avons employé des techniques de composantes principales. Et là, les résultats ont été de trouver 4 composantes principales. Alors, les 2 premières, c'est amusant, de nouveau, c'est des postures centrées sur l'enseignement, la transmission, les médias, la direction des étudiants dans leurs travaux. La première, enseignement, mais centré contenu. La deuxième, enseignement, mais avec déjà des éléments de didactisation, c'est-à-dire on voyait apparaître des éléments d'attention à la personne de l'étudiant qui apprend, qui a des difficultés disciplinaires liées au contenu, qui peut avoir des difficultés culturelles, qui peut avoir des difficultés épistémologiques, c'est-à-dire comment on a construit ces savoirs. Les 2 autres postures sont centrées sur l'apprentissage. La troisième, donc, centration sur l'apprentissage, mais l'enseignant développe un cadre. Alors, ce cadre, ça devrait vous faire penser un tout petit peu au cockpit, ou bien alors au métro dans lequel l'enseignant donne vraiment des balises, un scénario que l'étudiant doit suivre, etc. Et la 4e posture, c'est une posture centrée sur l'apprentissage, mais en disant aux étudiants, voilà, moi je suis là pour vous accompagner,
mais le travail d'apprentissage, je ne peux pas le faire à votre place, et donc je vous invite, avec les ressources, les moyens, les outils que je vais vous donner, à vous prendre en charge. Alors, qu'est-ce que ça donne, ces 4 postures? Ben, Christophe les a déjà affichées. De nouveau, vous retrouvez les 6 types et finalement la présence de ces postures. Alors, n'oubliez pas, faites très attention à ça dans la recherche, c'est déjà vrai pour les types. Un enseignant n'est pas de type 2. Il peut être de type 2 dans un dispositif donné, dans un cours qu'il donne. En plus de ça, nos recherches parallèles nous ont montré qu'un enseignant peut très bien être un mélange de type 2 et de type 3, ou de type 3 et de type 4. Prenez ces types comme des axes finalement sur lesquels on peut construire le type de dispositif et la posture. C'est la même chose pour les postures. Un enseignant n'est jamais intégralement centré contenu, sauf certains cas, bon, assez rares. Il peut être un mélange de plusieurs postures. Néanmoins, quand on regarde maintenant de manière ciblée ces postures, on voit que la posture qui a l'air déterminante dans les enseignants que nous avons interrogés, c'est la rouge. L'enseignant qui est centré apprentissage, mais qui est quand même celui qui va être l'ingénieur pédagogique, qui va assurer le suivi, l'accompagnement, la structure des apprentissages et des activités. Vous voyez que cette structure est assez plate entre les types 2 et 6. Le type 1, ben, je l'avais appelé tantôt minimum syndical, ben, vous voyez un peu pourquoi. Le type suivant, c'est le type violet. Et vous voyez que lui est beaucoup plus en train de monter en fonction des types. C'est la posture centrée apprentissage, avec de plus en plus, en fonction des types, cette idée que l'étudiant doit se prendre en charge par lui-même. Les postures 3, centrées apprentissage, sous contrôle intégral de l'enseignant, ben, on voit que c'est assez stable dans les types 1, 2, 3, 4, mais un effondrement dans les types 5 et 6, ce qui veut dire que ben, dans cette posture 3, qui est centrée apprentissage, mais quand même sous contrôle de l'enseignant, ben, les types 4 et 6 sont peu représentés de ce type d'enseignant. Et finalement, l'enseignant expert, celui qui transmet, qui est centré contenu information, ben vous voyez un tout petit peu qu'en fonction des types que nous avons identifiés, hormis peut-être le type 1, le type 2, 3, etc., mais on voit qu'il s'estompe. Ce qui veut dire que en créant des dispositifs relativement élaborés de nature hybride, un enseignant voit également son rôle modifié. Alors, est-ce que c'est les caractéristiques intrinsèques de l'enseignant qui fait qu'il est modifié parce qu'il a tout le temps été modifié, lui il a toujours agi comme ça avec ses étudiants, ou bien est-ce que c'est l'effet de la mise en ligne qui a conduit l'enseignant à modifier sa posture? Ben là, c'est une réponse que je vous donnerai pour une prochaine intervention. Alors, on passe aux dernières dias, les conditions et effets institutionnels. Alors, on a interrogé également, mais là, on a fait des interviews qualitatives, en interviewant des enseignants sur l'innovation, les facteurs d'innovation, les éléments du contexte, de l'environnement, ce qui se passait dans l'institution, le niveau de l'organisation des cours et des programmes, etc., sur finalement ces innovations, d'où est-ce qu'elles viennent. Est-ce que c'est l'affaire de pionniers, hein, ben, il y a des gens qui aiment bien faire comme ça, ils sont beaucoup plus relationnels, socio-affectifs et tout, et il y en a d'autres qui veulent manifester une grande distance. Ça ne veut pas dire qu'il y a des bons et des mauvais. Ça veut dire que nous avons affaire à des postures par rapport au métier, par rapport à l'innovation dans le métier, qui sont différentes. Alors ici, comme je ne peux pas non plus tout vous développer, on va passer à la dia suivante.
nous avons essentiellement travaillé, enfin je vais vous présenter ici, pardon, essentiellement des éléments au niveau institutionnel. On a interrogé 62 enseignants et 20 responsables d'universités ou de grandes écoles, etc. Et nous avons travaillé par interview avec cette fois-ci pas des analyses par composante, mais des analyses par catégorie, donc de l'analyse qualitative. Alors, les grandes conclusions sont sur la dia suivante. Qu'est-ce que nous constatons? Et il y a dans ces conclusions-ci, sauf quand je le dirai, un grand accord au niveau des institutionnels et des enseignants. Les enseignants nous disent qu'il y a un manque de vision, que les autorités sont beaucoup le nez dans le guidon, et c'est peut-être compréhensible. La situation de l'enseignement supérieur est difficile, beaucoup d'éléments organisationnels liés aux différentes réformes que nous avons connues, et c'est aussi vrai au niveau des directions des écoles, mais empêche parfois, un tout petit peu ou beaucoup, les enseignants ou les dirigeants de se consacrer vraiment sur des questions pédagogiques. Et pourtant, ils nous disent qu'ils en parlent, ils voudraient bien que ça se développe, ils ont une vision assez claire du numérique, de l'avenir, mais malheureusement, c'est un peu comme si c'était des univers qui communiquent très peu. Même s'il y a une vision dans les discours, dans les rapports, les enseignants ne les perçoivent pas. Un autre point, nous avons résumé en disant « tous attendent ». Les dirigeants attendent des décisions de politique concertée au niveau des gouvernements, des régions, des départements, de la nation, de la République, du royaume, etc. Et les autres, c'est-à-dire les enseignants, attendent également une politique institutionnelle claire, en particulier sur la reconnaissance, l'évaluation et la valorisation de ces efforts pédagogiques. C'est une très grande question qui est celle de, en particulier pour les enseignants-chercheurs, si je me dévoue un peu plus à la pédagogie en accompagnant les étudiants, etc., je vais consacrer du temps à l'enseignement que je consacrais avant à la recherche. Malheureusement, l'évaluation actuellement se fait initialement sur base de la recherche et donc je risque d'être pénalisé. Enseignants et dirigeants sont assez d'accord, je vous ai parlé de ça, sur les impacts possibles, mais il y a encore des freins au niveau budgétaire. Certains parlent même de transformer les auditoires. Est-ce qu'on aura encore besoin dans 10 ans, dans 15 ans, de grands auditoires? Auditoire est un belgicisme pour dire amphi, hein, vous m'avez compris. Donc, est-ce qu'il y aura encore autant d'amphi quand on sait que le savoir peut être distribué autrement? C'est ce que je vous ai dit au début, mais tout ça coûte cher parce que ça touche pratiquement, d'une manière concrète, à l'immobilier, c'est-à-dire à la manière dont nos campus sont construits. Les enseignants, les dirigeants reconnaissent l'intérêt des services de soutien de pédagogie universitaire qui commencent à se développer en France et ailleurs avec des conseillers pédagogiques ou technopédagogiques, mais à la fois les conseillers et les enseignants souffrent encore d'un manque de politique claire au niveau du numérique. Autrement dit, un conseiller se dit « Je vais devoir conseiller un professeur pour qu'il fasse du développement pédagogique, mais dans 2 ou 3 ans, il risque de me le reprocher parce que ça pourrait pénaliser sa carrière. » Et donc là, on est en train de réfléchir à des nouveaux modèles de développement professionnel qui nous viennent des États-Unis, comme le SOTL, Scholarship of Teaching and Learning, qui est finalement une façon dont l'enseignant pourrait considérer son enseignement comme un objet de recherche. Autrement dit, il pourrait expérimenter dans ses cours, il pourrait partager avec des collègues, il pourrait davantage publier.
mais évidemment sont des modèles qui se développent pas mal dans la culture anglo-saxonne, mais pour lequel, pardon, beaucoup de résistance se manifeste au niveau latin. Alors voilà, je pense à la dia suivante. Oui, quelques références, je ne vais pas m'appesantir. La seule chose, c'est que je vous donne ici l'adresse qui est tout à fait accessible du site iSup, dispositif hybride dans l'enseignement supérieur. Vous trouverez des rapports, des publications sur le travail que nous avons fait ces dernières années. Et aussi, j'insiste beaucoup, je crois que c'est sur la dia suivante, un outil d'auto-positionnement. Alors, c'est un outil assez amusant. Si vous allez sur notre site, je vous demande de penser à un de vos cours, à un de vos dispositifs. Vous allez ensuite recevoir une batterie de questions. Il y en a 14. Vous savez pourquoi, c'est les 14 composantes. Et grâce à ça, le système va pouvoir identifier votre dispositif pour savoir si c'est un dispositif qui est plutôt métro, qui est plutôt cockpit, qui est un mélange de scène et de métro, etc., etc. Alors, ce qui est agréable, c'est que, en fonction de votre résultat, vous allez être dirigé sur des interviews d'enseignants qui présentent leur dispositif du type auquel vous ressemblez le plus. Et évidemment, vous serez curieux, vous irez voir les autres types, ce qui vous donnera des idées sur, tu peux avancer le diapo, Christophe, sur comment encore améliorer davantage votre cours. Voilà, je crois qu'on arrive sur la dernière dia. Merci beaucoup pour votre attention. Je laisse sur cette dia l'adresse de notre site. J'espère que je ne vous ai pas trop embêté avec mes descriptions. J'ai essayé de l'asseoir dans l'actualité, donc ces savoirs qui sont distribués un peu partout, d'essayer de vous montrer quand même, je veux dire, 6 ou 7 ans de recherche que nous faisons là-dessus, qui sont évidemment perfectibles, qui doivent dépendre très fort des contextes dans lesquels les mesures sont prises. Je suppose que faire ça en Europe, aux États-Unis, en Afrique du Nord, etc., donnerait des résultats probablement très différents, mais permettrait évidemment de s'enrichir mutuellement sur nos ensembles de pratiques. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Merci Marcel. Est-ce que Richard, tu as des questions? Des gens autour de chez toi ont des questions à poser à Marcel? Oui, d'abord, merci Marcel, ça a été assez passionnant. Les questions, tu y as déjà répondu un peu à la fin. La question que je me posais, c'était concernant l'étude iSup, quelle était sa valeur, d'abord, intrinsèque, c'est-à-dire quand tu décris la population d'étudiants sur laquelle vous avez travaillé, est-ce qu'il y a une répartition de ces étudiants dans les différents domaines? C'est-à-dire, y avait-il des étudiants de sciences, des étudiants de droit, etc. Parce que peut-être ça aussi peut avoir un impact sur les résultats. Et bien entendu, il y avait aussi la remarque à laquelle tu as déjà répondu, c'est la question que je me posais de savoir si elle était transplantable dans d'autres civilisations. Parce que je pense que ceci a été fait en Europe, et bien entendu en Afrique, etc., et dans d'autres régions. Est-ce que les résultats seraient semblables? C'est une question intéressante. Voilà. Oui, très, très bonne question. Alors, tout d'abord pour la question des, je vais appeler ça les différences disciplinaires ou facultaires. Alors, la recherche que nous avons faite, elle a été faite dans, je crois, 22 institutions, assez bien réparties, mais évidemment pauvrement réparties aussi parce que c'était des institutions dans les voisinages des chercheurs qui participaient à la recherche. Donc, intérêt, de toute façon, comme demander que ce soit un professeur au Maghreb, aux États-Unis ou en Belgique,
est-ce qu'il y a de l'accompagnement technique dans votre cours? Est-ce que, au-delà des textes, vous utilisez des ressources de nature multimédia? Est-ce que vous avez déjà fait faire travailler vos étudiants en groupe? Ben, ce sont des questions que l'on peut poser. Je pense que là, il n'y a pas de problème. Elles ont donc été posées dans 22 institutions et nous avons une représentation, pardon, une représentativité correcte des grands secteurs, si vous voulez, qui sont les sciences exactes, les sciences humaines, les sciences médicales, etc. Je suis occupé, figure-toi, à terminer une thèse avec une doctorante qui travaille sur les variétés disciplinaires dans la mise en ligne de cours. L'idée est la suivante, c'est que jusqu'ici, dans la plupart des travaux, on a considéré que la pédagogie était quelque chose de transversal et que l'utilisation des technologies l'était aussi. Or, nous savons bien, entre autres, au travers des travaux qui ont été faits antérieurement, il y a également les travaux autour d'un modèle qu'on appelle le TPACK, ça s'écrit T comme Théodore, P-A-C-K, T-P-A-C-K. Ben, ce sont des modèles qui sont assez récents et qui montrent que la manière dont un enseignant construit son dispositif est profondément liée à sa discipline, c'est-à-dire à l'approche des savoirs qu'il a. Et à ce niveau-là, ben, vous le savez, moi je suis passé en sciences de l'éducation tardivement parce que j'étais scientifique de formation initiale, mais vous savez que déjà dans le secteur des sciences, entre des physiciens et des ingénieurs, la manière de considérer épistémologiquement les contenus est très différente. Chez un physicien, on va parler de savoir découvert. Kepler découvre les lois, etc., etc. Et donc, comme le savoir est découvert, il n'est pas construit. Il n'est pas construit, il a été découvert par quelqu'un, et donc la meilleure façon de le faire apprendre, c'est de le transmettre. Voilà, on a découvert telle chose. Par contre, chez des ingénieurs qui travaillent des contenus, des mathématiques, de la physique, de la thermodynamique, à peu près semblables, l'approche épistémologique est tout à fait différente. Le savoir n'est pas découvert, mais il est inventé. Autrement dit, il est inventé socialement. Il est inscrit dans un moment, dans une histoire. Il est appliqué nécessairement. Et donc, quand on voit les méthodes actives, par exemple, l'apprentissage par projet, par problème, avouons, c'est quand même plus développé chez les ingénieurs, les polytechniciens chez vous, que chez des physiciens. Et donc, je pense que les effets des outils, qui ne sont que les outils, ils sont au service des méthodes finalement, mais oui, ils doivent être extrêmement différents. Maintenant, te montrer des résultats là comme ça, je ne peux pas le faire. Je l'ai dit, nous avons encore des tas d'analyses à terminer. Nous avons un réservoir de données qui pourrait encore m'occuper pendant des années, mais nous avons récolté les informations nécessaires pour pouvoir traiter les spécificités disciplinaires. Alors oui, sur la différence des cultures, des milieux, des niveaux socio-économiques, que sais-je, non, ce n'est pas quelque chose que nous avons travaillé, mais les instruments de la recherche ISUP sont disponibles. Nous avons d'ailleurs introduit un prolongement dans la recherche ISUP. Nous devrions avoir les résultats sous peu, n'est-ce pas Christophe? Et là, je crois que des considérations comme, et nous avons déjà eu des demandes d'ailleurs, de faire passer nos instruments de recherche dans d'autres pays, éventuellement les adaptant aussi. Je pense que beaucoup d'éléments sont invariants, ce sont des éléments structurels, comme je l'ai dit, mais peut-être que certains éléments pourraient avoir plus d'importance dans une culture, dans un pays que dans l'autre. Voilà pour ces questions. La dimension interculturelle, je ne sais pas si on peut la faire en ligne, il y a tout un tas de questionnaires qui étaient mis à disposition.
Si Richard, tu veux l'envoyer, je te mettrai les liens sur les questionnaires pour travailler, pour voir si effectivement on voit quelque chose ou pas. D'accord. J'avais juste un petit apport à faire sur les flipped classrooms. L'un des grands apports, et on en voit déjà les premières expériences au Maghreb, c'est que c'est en partie une réponse à la massification. C'est-à-dire que dans certaines écoles du Maghreb, le temps qui se déroule à l'intérieur des classes est divisé par deux maintenant, puisque la partie de la transmission est faite à distance. Donc ce temps-là peut être occupé par une autre classe qui, elle, résoudra les problèmes, se réunira pour répondre autour de l'enseignant, pour réfléchir sur ce qu'ils ont appris à l'extérieur. Et donc au Maghreb, on voit déjà les premières expériences en ce sens-là. C'est très intéressant. Et effectivement, on peut le voir ainsi, mais tu m'en diras plus certainement, mais les expériences que j'ai vues, c'était effectivement, au lieu de 2 heures, c'est 2 fois 1 heure, etc., etc. Je pense qu'un paramètre qu'il faudrait vraiment réfléchir, c'est comment gagner du temps en faisant travailler les étudiants ensemble. Et donc, moi, je verrais très bien des groupes informels, hein, quelque part, où les étudiants qui ont regardé la vidéo, etc., essaient déjà de se répondre aux questions les uns les autres. Et ensuite, s'il y a des questions qui restent parce que l'étudiant n'est pas capable, à ce moment-là, l'enseignant peut intervenir, je pense, plus efficacement. Et donc, il y a peut-être des formules encore plus élaborées qui pourraient être construites. Par exemple, moi, des classes inversées, j'ai donné ça avec des grands groupes d'étudiants sur le schéma où chaque semaine, un groupe devait devenir présenter le travail à un sous-groupe, etc., mais en donnant pour éviter la passivité, parce que finalement, on remplacerait un enseignement transmissif par un autre, c'est de donner également des missions à des groupes d'étudiants, de faire la synthèse, de faire le débat, etc., etc. Et donc, tout ça sont peut-être des éléments sur lesquels on pourrait rêver aussi, inventer de nouveaux types de dispositifs. Mais c'est vrai qu'on libère l'espace. Ici à Louvain, figure-toi, on a aussi des problèmes de massification, hein. On a des facultés de médecine première licence, donc première année. Depuis 2-3 ans, il y a une courbe exponentielle. On en est arrivé à 1500 étudiants et les amphis les plus grands, c'est 600 places. Et donc, on se rend compte, et c'était le cas il y a 2 ou 3 ans, les professeurs refaisaient 3 fois le cours. Ensuite, les professeurs ont commencé à faire plus qu'1 fois le cours et on transmettait l'image de la vidéo dans un amphi à côté. Et alors, des personnes ont dit, mais à quoi ça sert de faire venir les étudiants pour regarder la télé? Et donc, on a commencé à mettre en place des podcasts. Et donc, effectivement, on voit dans ces solutions, tout d'abord, il y a une grande partie d'étudiants qui sont capables de travailler tout seuls si le cours est bien construit. C'est-à-dire si le cours donne les ressources pertinentes, si la médiatisation et la médiation, comme je l'ai appelé, est bonne. Pour les étudiants qui, excusez-moi, c'est peut-être pas politiquement correct, mais de toute façon ne viennent pas au cours, ne s'investissent pas, peut-être que certains iront voir les vidéos, je n'en sais rien. Et donc peut-être qu'on peut mieux s'occuper de cette partie d'étudiants qui est sans doute le centre de la gaussienne, pour lesquels un petit effort d'accompagnement en plus pourrait les faire tomber du bon côté de la constante macabre, finalement. Et donc, voilà, donc il y a toutes ces idées, je les trouve très intéressantes. Richard, d'autres questions? D'autres remarques? Là, on a reçu. Non, il n'y a pas d'autres questions. Donc, comme il est déjà 12h30 chez nous, je pense qu'on a passionné les gens, mais nos auditeurs sont peut-être déjà allés déjeuner dans la région, au moins.
Donc, on va peut-être arrêter. Je vais vous remercier à tous les deux d'avoir bien voulu accepter le défi. Je pense que des questions pourront peut-être vous être envoyées au fur et à mesure qu'on en recevra. Oui. On va essayer de mettre la vidéo et toutes les références, peut-être même l'ensemble de slides, peut-être à disposition des personnes qui seront intéressées, si vous voulez bien. Aucun problème pour moi. Marcel nous donne l'autorisation. Je la donne tout de suite. C'est très gentil. Donc, on va mettre ça déjà sur notre site. La vidéo est sur YouTube, mais après, on la décentralisera et on la mettra peut-être à l'UCL, à Lyon et chez nous, de telle manière que les gens puissent encore la consulter, disons, en 20 ans, 30 ans. Oh, on parlera d'autre chose. Non, c'était une boutade. Mais au moins, au courant de cette année, je pense que l'intérêt sera toujours réel pour tout le monde. Oui. Donc, tout à fait d'accord avec tout ce que tu as dit. J'ai mis une idée. Je les mets en ligne, donc peut-être vous couperez. Je trouverais intéressant maintenant que, ben voilà, pour l'histoire, pour les 20 ans, comme tu disais à venir, ben, je me suis exprimé, il y a peut-être d'autres collègues qui s'exprimeront sur les classes inversées. Est-ce qu'une idée ne serait pas de faire une classe inversée finalement? Puisque maintenant vous avez la vidéo, puisque les personnes qui regardent cette vidéo, ben, elles pourront la voir, la revoir, j'imagine qu'elles vont vouloir la voir 3 ou 4 fois minimum. Ben de dire que à un moment donné, quelque part, dans 1 mois, dans 2 mois, ben nous nous retrouvons avec des auditeurs et cette fois-ci, il y aura sans doute beaucoup plus de questions parce que tout à l'heure, je riais un peu de ces cours qui se terminent par « Avez-vous des questions ?» Mais je dis toujours aux enseignants, je voudrais bien vous y voir. Vous venez d'être matraqués pendant 1 heure avec toutes sortes de concepts et on vous demande, avez-vous des questions? Mais non, les questions, elles vont venir là tout à l'heure quand vous allez aller déjeuner, elles vont peut-être arriver demain ou après-demain, et puis vous allez discuter avec un collègue et vous direz, ah oui, Marcel Lebrun avait parlé de ça, mais il n'avait pas dit la même chose. Et à ce moment-là, ça devient intéressant de construire un véritable débat. Je suis sûr que Christophe en ferait partie avec grand plaisir. Et donc, c'est avec grand plaisir qu'on vous retrouvera peut-être pour une séance qui sera importante de construire avec peut-être une visioconférence. Celle-ci était déjà très bien, hein, mais plus facile à mettre en place. Et donc, d'avoir uniquement un débat sur base de questions. Voilà mon idée pour les prochaines fois. Eh ben, je suis partant, moi. Hein. C'est une très bonne idée, je pense. Hein. On va se donner cet objectif, c'est un rendez-vous d'ici 2 mois, le temps de digérer un peu l'afflux d'informations qui était très riche. Et donc, on va arrêter là. Je vous remercie encore, Marcel Lebrun et Christophe Baquille. Vous êtes l'un des duos les plus célèbres du domaine et l'IFIC était ravi de nous accueillir au cours de ce webinaire. Merci à vous. Merci pour ton invitation. Merci, à la prochaine. Salut Christophe. Allez, au revoir. Ciao Marcel. À bientôt, au revoir Richard.